Cette semaine, on va regarder dans quelle configuration est adapté un correcteur thermique. Mais pour commencer, il faut comprendre ce qu'est un correcteur thermique. Il faut savoir en fait que c'est le mélange d'un liant minéral, de la chaux ou de l'argile, avec une fibre isolante du chanvre, c'est-à-dire de la chènevote, ou une autre paille végétale biosourcée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le correcteur thermique, c'est pas un isolant à proprement parler. C'est-à-dire que le fait que ce soit le mélange d'un liant minéral avec une fibre isolante fait que ça détériore fortement la performance d'isolation du produit. Donc on ne parle pas de panneau isolant, mais d'enduit correcteur. Il faut savoir qu'il n'y a pas que l'isolation qui compte. On peut jouer sur d'autres aspects. Et en fait, le correcteur thermique, il joue sur plusieurs aspects à la fois et c'est ça qui fait son avantage. Suivant le mélange que vous faites sur site, la performance en termes de limitation des déperditions, en termes de résistance thermique est variable. Plus vous mettez de liant minéral et moins vous mettez de fibres, plus le matériau va être résistant, moins il va être isolant. Donc il faut trouver un équilibre entre le liant minéral pour la tenue structurelle et la fibre pour la performance d'isolation. Il faut aussi comprendre qu'un correcteur thermique va avoir besoin d'une structure porteuse passée une certaine épaisseur. C'est-à-dire qu'en dessous de 4 à 6 cm, on va pouvoir projeter le matériau sur le mur, il va se tenir par lui-même, alors que quand on va vouloir atteindre des épaisseurs de 8, 10, 12 cm, voire plus, on va avoir besoin d'une structure porteuse pour le maintenir en place. Il faut savoir qu'un correcteur thermique présente tout de même une résistance thermique. Elle est faible, mais elle n'est pas inexistante. C'est-à-dire qu'avec 5-6 cm de correcteur thermique, on va avoir une résistance de l'ordre de 0,5 environ, et ça va être dépendant du mélange que vous ferez sur site. Et pour atteindre une résistance de 1, il faudra monter à 10-12 cm. Donc c'est là qu'on voit qu'on est sur un matériau qui est faiblement performant du point de vue de la résistance thermique. Pour autant, c'est pas inexistant. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il n'y a pas que la résistance thermique qui va compter. C'est-à-dire, il faut aussi regarder la limitation des déperditions sur la paroi. Il faut compter environ 40 à 50% de limitation des déperditions lorsque l'on met 5 à 6 cm de correcteur thermique sur un mur, en pierre par exemple. Et on va atteindre 50 à 60% de limitation des déperditions lorsque l'on augmentera cette quantité de correcteur thermique à 10-12 cm. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en doublant la quantité de matériaux, en fait, on n'a gagné que 10% supplémentaire sur la limitation des déperditions. Et c'est pour ça que le correcteur thermique ne doit pas être considéré comme un réel isolant. Il n'est pas fortement performant en termes d'isolation thermique. Il présente d'autres intérêts. Au-delà d'une petite résistance thermique, le correcteur thermique il présente un autre intérêt, c'est le gain sur l'effusivité des parois, c'est-à-dire la température ressentie d'un matériau. Lorsque vous mettez un correcteur thermique sur un mur, vous faites directement un enduit à la chaux ou à la terre par-dessus en finition ou rien, la paroi va vous paraître plus chaude en hiver par rapport à un mur en pierre ou par rapport à un doublage en placo. Et c'est ça aussi qui va vous permettre du coup d'être confortable dans une pièce à 18-19 degrés au lieu de devoir monter à 20 ou 21 degrés dans le cadre d'un doublage en ossature avec plaque de plâtre. Vous avez gagné 40-50% sur la limitation des déperditions par la paroi grâce à la faible résistance thermique, mais vous avez aussi gagné 10, 20, voire 30% sur la diminution de la température de consigne de votre chauffage dans la pièce, parce que vous êtes confortable à une température inférieure. Et troisièmement, le correcteur thermique permet d'augmenter la perspirance des murs dans le bâti ancien. Ça, c'est super important, parce que dans le bâti ancien, en fait, on a une gestion des remontées capillaires qui est très spécifique. Le mur a besoin de perspirance à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur dans de nombreux cas. Le correcteur thermique, vu qu'il est projeté sur le mur, qu'il est perspirant et qu'il est enduit avec un matériau perspirant par devant, un enduit à la chaux ou un enduit à l'argile, il va permettre aussi de faciliter l'hygrorégulation des murs massifs, en pierre ou en briques pleines. Le correcteur thermique, en fait, il a 3 avantages. On gagne sur 3 tableaux. À la fois un peu sur la résistance thermique, la limitation des perditions, à la fois beaucoup sur l'effusivité, la température ressentie d'une paroi, et surtout sur l'hygrorégulation du bâti pour assurer sa santé et sa durabilité dans le temps. Le correcteur thermique, il est principalement adapté aux bâtiments massifs, c'est-à-dire aux bâtiments à forte inertie, aux maisons en pierre, aux maisons en briques pleines, aux maisons en terre crue, qui ont des murs de forte épaisseur, plus de 40 cm. Que le temps de déphasage de ces murs étant déjà élevé, le correcteur thermique va juste faire un petit apport supplémentaire en termes de limitation des perditions et en termes de sensation de paroi chaude. Et ça sera suffisant dans bon nombre de cas. Le correcteur thermique, il est aussi adapté dans certains climats prioritairement, c'est-à-dire soit dans les climats avec une variation de température sur l'année assez faible, comme la Bretagne par exemple, avec des hivers et des étés plutôt doux, ou sinon dans les climats avec des hivers, même s'ils sont froids, mais surtout qui sont courts. Parce que du coup, la masse de la maison n'a pas le temps d'énormément se refroidir. Du coup, le correcteur thermique reste largement suffisant. Surtout, dans ce deuxième cas, on peut avoir des configurations avec un été très long. Et là, le correcteur thermique, il présente tout son intérêt parce que vu qu'on ne s'est pas fortement déconnecté de la masse de la maison, vu qu'on est faiblement isolant,
on bénéficie toujours du rafraîchissement estival de la maison en pierre. Donc ça, c'est un vrai gage de confort en été comme en hiver. Ce qui veut dire que le correcteur thermique, c'est la solution globalement la plus adaptée aux bâtiments anciens dans la moitié sud de la France et en plaine. Parce qu'on a des bâtis massifs, parce qu'on a besoin de rafraîchissement estival pour éviter de devoir mettre des climatisations, et donc on a besoin d'avoir accès au rafraîchissement de ces masses. Et le correcteur thermique, il va permettre ça, conserver le rafraîchissement estival grâce à la masse de la maison. Pour autant, il va permettre qu'en hiver, on soit quand même confortable et on ait quand même limité les déperditions de manière non négligeable. 40-50%, c'est pas rien. Maintenant, dans quel cas le correcteur thermique n'est pas le plus adapté? Dans le cas d'hiver long et plus froid, parce que du coup la masse de la maison aura le temps de se refroidir et le correcteur thermique risque de ne pas être suffisant. Ça sera confortable sur la première moitié, voire les 2/3. Il faut pas se mentir, il faudra quand même avoir un complément de chauffage non négligeable. Le correcteur thermique, il est aussi pas le plus adapté dans le cas de bâtis semi-massifs ou faiblement massifs, c'est-à-dire des maisons en parpaing creux, en briques creuses, en ossature bois ou à colombage, parce que du coup, on n'a pas un temps de déphasage suffisamment élevé pour que le correcteur thermique puisse compenser la perte de température du mur au fur et à mesure de la nuit. Donc, il n'est pas suffisant pour assurer le confort en permanence dans la maison. Dans ces configurations-là, il est peut-être plus intéressant d'aller travailler sur un rajout d'inertie côté intérieur pour la stabilité des températures en été et en hiver, et une isolation par l'extérieur, ou dans certains cas une isolation par l'intérieur avec un apport d'un correcteur d'effusivité directement sur la plaque de plâtre ou le pharmacène. Il faut aussi noter que quand on parle de correcteur thermique et plus précisément du mélange chaud-chambre, ce mélange-là n'aime pas l'eau en trop grande quantité. C'est-à-dire que dans les configurations où on a des remontées capillaires en trop grande importance, côté intérieur, donc déjà il faut se poser la question de d'où vient l'eau. Est-ce que c'est que des remontées capillaires? Est-ce que c'est pas des problèmes de gestion de l'eau dans le bâtiment, du fait de gouttières, du fait d'enduits non perspirants côté extérieur? Et après, si ça perdure, parce que l'eau est pas loin, dans ce cas-là, sur la partie basse du mur, il sera conseillé d'éviter de travailler en chaud-chanvre, mais plutôt en chaud-liège, un matériau isolant imputrescible. Comme ça, on annulera les risques de pourrissement du correcteur thermique dans ces zones très humides. Voilà, on vient de faire un tour pour voir dans quel cas étaient le plus adaptés les correcteurs thermiques. C'est certainement la solution la plus adaptée pour beaucoup de bâtiments anciens en France, dans la majorité des configurations. Bien sûr, il y a quelques contre-indications dans certains cas, il faut bien le vérifier avant, mais c'est une vraie solution pour respecter les besoins en hygrorégulation dans le bâti ancien. C'est une solution qui est très intéressante à réaliser en auto-réalisation, parce qu'en fait on a un faible coût matériaux et un coût élevé de main-d'œuvre. Ça peut tout de même être intéressant de faire réaliser par des professionnels, surtout dans le cas de machines à projeter. Du coup, on peut faire des grandes surfaces très rapidement. J'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil aux collègues de Savoir et Savoir-faire, à Brianne de l'Archipel et Noël Delwick, qui viennent de sortir une formation pour vous apprendre à réaliser par vous-même les correcteurs thermiques. C'est une vraie solution pour répandre une technique adaptée aux besoins du bâti ancien et aux besoins d'isolation et de confort moderne. Les formations en ligne, ça reste un moyen de devenir compétent sur une solution, quelle que soit la localisation où vous êtes et à moindre frais. N'hésitez pas, si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, à les mettre en commentaire. Vous avez le lien aussi du bureau d'études si vous avez des questions. Je reste là pour vous accompagner dans vos projets d'autonomie. Bonne journée!